Parfois, ça m'inquiète de laisser ma mère toute seule. Je suis passé du choc à la terreur. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fabriquait une bombe. Bristol 911, this emergency. One of our VPs, he states the perpetrator put a bomb under the mother's bed. C'est une chose d'être sous la menace d'une arme. C'en est une autre de croire qu'on vous a équipé d'une ceinture explosive. Je me suis dit qu'il me restait environ 6 heures à vivre. Je suis né et j'ai grandi à Bristol, à mi-chemin entre New York et Boston. C'est ni trop grand ni trop petit, la ville américaine typique. Après le décès de mon père, ma mère est venue s'installer chez moi. Val était infirmière. Elle travaillait dans le service Alzheimer. Tout le monde ne peut pas faire un métier aussi difficile. Mon père était pompier de métier. Il est mort à 62 ans. Il est tombé malade et s'est battu pendant 1 an. Il a multiplié les séjours à l'hôpital. C'était une maladie du cœur. Il nous a quittés en novembre, juste avant Thanksgiving. Val s'est retrouvée toute seule dans une grande maison qui demandait beaucoup d'entretien. Ce n'était pas facile pour ma mère de vivre seule. Elle n'arrivait pas à s'y faire. Je l'ai trouvée en ligne. Oh, merci. Alors j'ai vendu ma maison, elle a vendu la sienne, et on en a acheté une à 2. Elle se trouvait au fond d'une voie sans issue. On avait 3 voisins et derrière chez nous, il y avait 1 hectare de forêt. Matt et Val vivent dans un quartier très sûr. On s'y sent en sécurité. Je m'étais installé dans la maison principale. De l'autre côté, il y avait un petit appartement. C'était la taille idéale pour ma mère. On vivait chacun chez soi, tout en étant sous le même toit. Tu veux aller au casino? Tu sais bien que je ne dis jamais non. Matt emmène parfois sa mère au casino. C'est leur petit plaisir. Val adore la sensation que ça lui procure. Je joue aux cartes, aux machines, au blackjack. J'aime tout. J'y passe toujours un très bon moment. T'as fermé la porte de derrière? Oui, Je ne trouve pas mon portefeuille. Je te rejoins à la voiture. d'accord. Matt est un peu le pilier de la famille Yossman. Sa mère et même son frère se reposent sur lui dès qu'il y a une décision à prendre. Nos voisins étaient retraités. Ils ne bougeaient pas de chez eux et ils étaient extrêmement vigilants. Même si j'avais laissé la porte d'entrée ou le garage ouvert, j'étais convaincu qu'il n'y aurait eu aucun problème. La vie de Matt est réglée comme du papier à musique. Il travaille toute la semaine, du lundi au vendredi. Il a entraînement de hockey un soir par semaine. Un autre soir, il joue aux cartes. Parfois, il retrouve ses amis pour une partie de fléchettes et il joue au golf tous les week-ends. Il a ses petites habitudes.
Je suis dans la finance depuis une trentaine d'années. Ma réussite professionnelle passe avant tout. C'est pour ça que je suis célibataire. Je vais parfois sur les réseaux sociaux, mais je publie rarement quoi que ce soit. Ce n'est pas trop mon truc. Je n'ai jamais réglé les paramètres de confidentialité. Mes profils sont publics. Tout le monde peut y avoir accès. Ma mère adore décorer la maison du sol au plafond dès qu'une fête se profile. Elle a des décorations pour chaque occasion. Plusieurs semaines avant la fête en question, la maison se transforme comme par magie. Mi-février, elle est déjà en train d'installer les décorations pour la Saint-Patrick du 17 mars. Je suis un passionné de hockey. Je suis le gardien de but de mon équipe. Je joue en club depuis 28 ans. À l'époque, je jouais 2 soirs par semaine pour 2 équipes différentes. Gardien de but, c'est un poste difficile. Il faut savoir encaisser les coups. Je me suis déjà cassé presque tous les os des mains. J'ai été mis KO 2 fois. J'ai eu plusieurs traumatismes crâniens. Psychologiquement aussi, c'est difficile. Si le gardien de but n'est pas à la hauteur, ça se voit tout de suite. C'est un poste exigeant, mais c'est justement ça qui me plaît. Parfois, ça m'inquiète de laisser ma mère toute seule. Mais à l'époque, je pensais vivre dans un quartier sûr, alors ça me tranquillisait. On s'y sentait tous les deux très en sécurité. Ce soir-là, ma mère regardait la télé. Elle adore les vieux films. Elle m'avait dit qu'elle comptait veiller tard et qu'elle serait peut-être encore debout quand je rentrerai vers minuit. Comme son salon donne sur notre garage, elle m'entend souvent arriver. On a gagné le match. J'étais très content de moi. Mais du coup, je suis rentré un peu plus tard que prévu. Do what I tell you. Don't make no fast moves. A lot of dead girls back there. Police! Police! Je suis passé du choc à la terreur. À genoux! Allez! Les mains derrière la tête! J'ai tout de suite senti que cet homme n'était pas policier. Ça se voyait à ses vêtements. J'ai compris que c'était un voleur. C'était la première fois qu'on pointait une arme sur moi. J'espérais qu'il se contenterait de mon portefeuille. Et puis j'ai vu son complice. Ils étaient habillés presque pareil. Lui aussi était armé. Je me suis dit qu'ils allaient sûrement nous cambrioler. J'espérais que les voisins entendraient quelque chose et préviendraient la police. Mais ça n'a pas été le cas. Le deuxième voleur était plus petit que le premier.
Il y a une alarme? Des caméras? Non, rien. Le ton du premier était très autoritaire. Son complice, lui, ne disait pas un mot. Qui d'autre vit ici? Personne. Je croisais les doigts pour qu'il n'entre pas chez nous. Quand la porte qui sépare la maison du garage s'est ouverte, j'ai eu très peur, parce que je savais qu'elle était en danger. À genoux! Allez! Je suis passé du choc à la terreur. Je savais qu'elle était en danger. Ma mère était à genoux à côté de moi. Elle tremblait et pleurait à chaudes larmes. Elle était terrifiée. Ça se voyait sur son visage. On ne l'avait jamais menacée d'une arme. Ça va aller, maman. Garde ton calme. Et fais ce qu'ils disent. J'ai du liquide dans mon portefeuille. Prenez-le. Ça a dû être affreux. Être à genoux dans le garage, avoir deux individus qui pointent leurs armes sur vous sans savoir ce qu'ils vous veulent. On aurait pu croire qu'ils s'intéresseraient aux objets de valeur, mais ce n'était pas le cas. Ils voulaient autre chose. Ils nous ont fait entrer tous les deux dans l'appartement de ma mère. Vous l'emmenez où? Pitié. Et là, ils nous ont séparés. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Ça a commencé à m'inquiéter. Et s'ils s'en prenaient à elle pour me forcer à faire quelque chose? Je me demandais vraiment ce que ces cambrioleurs allaient nous faire subir. Que me voulez-vous? Ils ne m'avaient toujours pas dit ce qu'ils faisaient chez nous. C'était difficile de devoir rester là, à attendre de découvrir leurs intentions. Je ne voyais plus rien. Visiblement, ils voulaient me faire peur. C'était peut-être plus grave qu'un simple cambriolage. C'est effrayant et révoltant de se dire qu'ils ont pris Matt et sa mère de 70 ans pour cible. Ils m'avaient attaché à une chaise avec de l'adhésif et couvert le visage. Je me suis dit qu'il y avait très peu de chances pour que j'arrive à m'enfuir. Je n'avais aucune arme à la maison, aucun moyen de me défendre. Et puisque mes agresseurs étaient armés, j'ai tout de suite compris que je n'arriverais pas à m'échapper, à moins qu'une occasion se présente à un moment donné. Le meneur était le premier des deux. Je l'ai compris à sa façon de prendre les choses en main. Il était arrivé avant l'autre. C'était lui qui m'avait parlé dans le garage. Il avait de l'autorité. Il était plus grand, plus décidé dans sa façon de parler et d'agir.
Tout à coup, j'ai senti qu'il me mettait un casque sur les oreilles. Là, j'ai vraiment eu peur. Je ne voyais rien, je n'entendais rien et je ne pouvais pas bouger. Je ne savais pas quoi penser. Ça voulait peut-être dire qu'il comptait s'en prendre à ma mère. Il avait beau essayer de garder son calme et de ne rien laisser paraître, il devait avoir peur, très peur. Peut-être que je les connaissais. Avec ce casque, je n'entendais absolument rien. Tu comprends ce qui t'arrive? J'ai trouvé ça bizarre qu'il modifie sa voix tout à coup. Tu sais de quoi il s'agit? D'un cambriolage, je suppose. Je me suis dit que c'était peut-être le deuxième intrus. Peut-être qu'il modifiait sa voix parce qu'il avait peur que je le reconnaisse. C'est bien plus que ça. Il ne frappait pas au hasard. Ce n'étaient pas des amateurs. Tout indiquait que j'avais affaire à des professionnels. On veut 4 200 000 dollars. Ça a confirmé mes craintes. Ils allaient me forcer à braquer mon lieu de travail. Je suis directeur financier de la banque coopérative Achieve Financial depuis 2001. J'ai travaillé quasiment toute ma vie dans le secteur bancaire. Comme son nom l'indique, le directeur financier supervise la gestion financière de toute une entreprise. Matt n'admettrait jamais qu'il dépend de sa mère. Il se voit comme quelqu'un de très indépendant qui sait parfaitement se débrouiller tout seul. Mais en réalité, il a besoin de s'occuper d'elle. Quant à Val, elle aussi, elle a besoin de s'occuper de son fils. C'est grâce à cela qu'elle se sent bien. Elle compte sur lui, pas seulement pour lui tenir compagnie au quotidien, ça va de soi, mais aussi pour l'écouter et comprendre qu'elle puisse avoir des jours avec et des jours sans. Je connais Matt et Val depuis une quinzaine d'années. Je les connais bien et ils font quasiment partie de ma famille. Alors pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pendant que ces deux malfaiteurs pointaient leurs armes sur Matt, il était forcément en train d'analyser la situation point par point, de façon méthodique, pour trouver un moyen de s'en sortir. Je n'ai pas accès à une somme pareille. J'ai été très surpris qu'il me donne un montant aussi précis. De toute évidence, il ne s'était pas renseigné sur ma banque. Sinon, ils auraient vu qu'on ne stockait pas autant d'argent. Débrouille-toi. Même si je braquais toutes les agences de l'État, j'y arriverais pas. On n'a pas une somme pareille. J'avais peur qu'il fasse du mal à ma mère pour me forcer la main. 4 200 000 dollars. Ils avaient l'air de s'y connaître un peu en institutions financières, mais pas au point de savoir précisément comment ça marchait. Je me suis dit que c'était ma chance, et j'ai décidé de leur mentir. 1 million, je peux. Vous l'emmenez où? On veut 4 200 000 dollars.
Je n'ai pas accès à une somme pareille. Débrouille-toi. Et j'ai décidé de leur mentir. 1 million, je peux. Une des premières choses qu'on nous apprend pour gérer ce genre de situation, c'est de rester calme et de faire ce que demandent les agresseurs. Chaque année, il faisait des exercices de préparation aux attaques à main armée, mais pas au cambriolage. Si tu nous files 1 million, vous aurez la vie sauve. À ce moment-là, le chef a retiré mon casque et s'est remis à me parler. Je veux tout savoir sur ta banque. Tu nous trouves 1 million et ta mère, on la soigne aux petits oignons. Si vous voulez braquer mon agence, il faudra faire ça 2 jours. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu ma mère. Je l'entendais pleurer. Je savais qu'elle était terrifiée. J'ose à peine imaginer ce que Val a ressenti cette nuit-là. Non seulement 2 malfrats l'avaient faite prisonnière, mais son fils était ligoté dans la pièce d'à côté. Ils voulaient que je leur explique comment j'allais m'y prendre pour voler l'argent. Je leur ai menti en disant que mon patron avait le 2e code d'accès à la salle des coffres. Comment tu comptes l'obtenir, ce code? Le seul à le détenir, c'est le directeur. Pendant tout ce temps, c'était le chef qui me parlait. Il faut que je l'appelle. Sûrement pas. Il préviendra les flics dès que t'auras raccroché. Pas si je lui dis que ma vie est en danger. J'ai décidé d'impliquer mon patron. C'était ma seule chance de prévenir l'extérieur de ce qui m'arrivait et donc de faire intervenir la police. L'argent est assuré. Ils ont prévu ce genre de situation. Je te crois pas. On va t'emmener faire un tour. Avais-je commis une erreur? Savait-il que je mentais? Qu'avait-il découvert? Quand j'ai vu ma mère allongée sur le lit, j'ai eu très peur pour elle. Il n'y a rien de pire que de lire la terreur sur le visage d'un être aimé. Dis adieu à ta mère. Ces mots m'ont glacé le sang. Allez! Pitié! Ne m'enlevez pas mon fils! Pitié! Le chef m'a fait tourner plusieurs fois sur moi-même pour me désorienter. Je ne savais plus où j'étais. C'était une nuit très calme. On a roulé pendant une quinzaine de minutes. Et puis la voiture s'est mise à ralentir. J'ai entendu la neige et la glace craquer sous les pneus. Quand la portière s'est ouverte, je me souviens avoir vraiment craint pour ma vie. J'avais peur qu'il m'emmène dans la forêt, me tire une balle dans la tête et m'abandonne là pour aller régler son compte à ma mère.
Donc la portière s'est ouverte et mes agresseurs sont descendus de voiture. Avec le casque, je n'entendais rien. C'était horrible d'attendre comme ça. Une minute plus tard, j'ai entendu une autre portière claquer. Là, j'ai compris qu'ils venaient de récupérer une voiture pour s'enfuir. Discrètement, j'ai passé une main sur la cagoule et je l'ai légèrement soulevée pour essayer de voir quelque chose. J'apercevais le sol sous mes pieds. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux qu'avant. J'étais passé du noir total à un petit ray de lumière. C'était déjà énorme. Je les entendais fouiller dans des sacs et en sortir plusieurs objets. Soudain, l'un d'eux a soulevé ma cagoule. Tu sais ce que c'est? Il y avait des câbles, du plastique et 3 briques qui ressemblaient à de la pâte à modeler. Non, 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 non. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fabriquait une bombe. Ils étaient en train de l'assembler sur moi et de la fixer avec de l'adhésif. C'est une chose d'être sous la menace d'une arme. C'en est une autre de croire qu'on vous a équipé d'une ceinture explosive. Elle peut exploser de 2 façons. Le minuteur est réglé sur 11 heures. Mais si tu respectes pas les instructions, on peut la faire détonner par téléphone. D'après moi, il était 4 ou 5 heures du matin, donc je me suis dit qu'il me restait environ 6 ou 7 heures à vivre. Vas-y. Ils ne me faisaient pas confiance. Ils m'ont dit qu'ils fabriquaient une deuxième bombe et qu'ils allaient la placer sous le lit de ma mère. Pitié. Ne faites pas ça. Pitié. T'appelles ton patron à 8h15. Tu récupères le fric. À 10h, on t'envoie le point de rendez-vous par SMS. Tu nous rejoins avant 11h. Et si j'ai un contretemps? S'il y a un souci? Ils m'ont dit que si je prévenais la police, ils feraient détonner la bombe sous le lit de ma mère et que j'aurais sa mort sur la conscience. À 8h15, j'ai appelé mon patron. Il a décroché et m'a demandé si tout allait bien. J'avais le cœur qui battait à toute vitesse parce que j'étais en train de mettre leur plan à exécution. Je lui ai dit d'un ton très neutre, « Je suis assis dans ma voiture, je porte une ceinture explosive, on m'a donné l'ordre de vider les coffres de l'agence. Retrouvez-moi la balle le plus vite possible. » Quand Matt a appelé son patron, il espérait que ce dernier préviendrait la police. Sa première réaction a été de me demander si c'était une blague ou un test. J'ai répondu non, c'est ma vie. Ne la mettez pas en danger. Faites sortir tous les employés. J'avais peur pour ma mère et pour moi-même. Nous étions tous les deux équipés ou à proximité d'engins explosifs.
Bristol 911, this emergency. I just received a call from one of our VPs stating that he and his mom is a victim of a home invasion. Right now, he states he has a bomb. He's sitting in his car, that the perpetrators also put a bomb under the mother's bed. And he's instructing me to vacate our New Britain branch because they're going to come and rob it. Je me souviens, il faisait beau, mais extrêmement froid. Je regardais dans le rétroviseur pour voir si mes agresseurs me suivaient. J'étais terrifié à l'idée que cette bombe explose. J'avais l'impression de ne plus rien maîtriser. Mon patron avait-il prévenu la police? Des agents étaient-ils cachés à distance en attendant de voir si j'étais suivi? Que devais-je faire une fois sur place? Je suis arrivé à l'agence par derrière. La voiture de mon patron n'était pas là. Il n'y avait personne. Mais quand je suis arrivé devant l'entrée, là je dois dire que j'ai eu la peur de ma vie. Il y avait des policiers partout devant l'agence. J'étais convaincu que mes agresseurs me suivaient et l'intervention des forces de l'ordre était tout sauf discrète. Quand j'ai vu le groupe d'intervention, tout fusil dehors, ça m'a glacé le sang. Je pensais vraiment que la bombe allait exploser. Dès que j'ai soulevé mon t-shirt, les policiers se sont retranchés derrière leur véhicule. L'inspecteur m'a appelé. Je lui ai expliqué que ma mère et moi avions été victimes d'une agression à notre domicile de Bristol, à telle adresse, et qu'il y avait une bombe sous son lit. Il n'arrêtait pas de me dire « Ne vous en faites pas, on a appelé les démineurs, ça va aller. » J'ai craqué, c'était trop pour moi. Je me suis mis à pleurer. J'ai compris que je vivais peut-être mes derniers instants. Je craignais pour la vie de ma mère, mais je ne pouvais rien faire. Mon téléphone a sonné. On m'a expliqué ce qui était arrivé à ma mère. Quand Matt est parti, la maison s'est retrouvée plongée dans le silence. J'ai attendu un certain temps sans bouger pour m'assurer que j'étais bien toute seule. Je me suis mise à prier. Je vous en prie, Seigneur, faites qu'il ne nous arrive rien. J'ai même prié mon mari. Je lui en voulais de m'avoir quittée et de m'obliger à traverser ça toute seule. J'ai arraché l'adhésif et j'ai réussi à me libérer. Je ne savais pas où était Matt ni ce qu'il était en train de traverser. J'ai prié pour qu'il ne lui soit rien arrivé. Ils m'ont simplement dit qu'elle était en sécurité. C'était déjà ça. J'étais toujours en danger, mais au moins je n'avais plus à m'inquiéter pour elle.
À 10 heures, j'ai reçu un message des voleurs. Ils voulaient savoir où j'en étais. La police m'a dit d'essayer de gagner du temps. J'ai répondu, il y a plus d'argent que prévu, environ 1,2 million. Du coup, c'est plus long à charger. Finalement, la police m'a dit de leur écrire que j'étais en route. Ils m'ont envoyé l'adresse du point de rendez-vous. À ce stade, j'ai reçu l'ordre de mettre fin à toute communication. Silence radio. Je suis resté assis là, dans ma voiture, à attendre. Les démineurs n'étaient toujours pas arrivés. Il était bientôt 11 heures. Je devenais fou. Il n'y a vraiment rien de pire que de se dire qu'on peut mourir d'une minute à l'autre. Je regardais l'heure tourner et je me demandais si je sentirais quelque chose quand la bombe exploserait. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était la caméra de surveillance qui se trouvait à l'entrée de l'agence. Je me demandais si mes collègues voyaient ce qui était en train de m'arriver. Je ne voulais surtout pas qu'ils me voient mourir. Pas question. Cette idée m'était encore plus insupportable que le reste. J'avais l'impression que le temps s'écoulait de plus en plus lentement. Mon téléphone indiquait 10h40, 10h41. Ça me semblait une éternité. Où étaient les démineurs? Ils avaient 15 minutes pour me sortir de là. Et le temps passait. 10h50. 10h52. L'heure fatidique approchait. À 10h55, j'avais perdu tout espoir. Il ne me restait plus que 5 minutes à vivre. « 10h59, j'ai vécu la pire minute de toute ma vie. Il était 11 heures et la bombe n'avait pas explosé. Pourtant, ça ne m'a même pas soulagé. Je me suis dit, l'horloge retarde. Ça va exploser à 11h01. 11h02. Les minutes continuaient à défiler, toujours rien. Je me faisais un sang d'encre. J'avais peur que rien ne se passe comme prévu. Je ne voulais pas perdre mon fils. Il est tout pour moi. J'étais seul dans ma voiture à attendre la suite des événements. Encore. Et encore. Quand j'ai vu le démineur arriver, je me serais cru dans un film. Il est sorti d'un énorme véhicule blindé avec sa tenue en Kevlar et il m'a dit « Je vais vous sortir de là ». Il a sorti un couteau et a coupé l'adhésif qui entourait la bombe. Et là, pour la toute première fois, j'ai compris que j'avais de bonnes chances de m'en sortir. Je me suis dit, ça y est, c'est enfin fini.
Il s'est avéré que la bombe en question était factice et qu'il n'y avait jamais eu d'engin explosif sous le lit de ma mère. Les voleurs avaient dit ça pour me forcer à leur obéir. Ma mère était en sécurité, moi aussi. Pareil pour mes collègues. L'argent n'avait pas bougé de la banque. On n'aurait pas pu rêver mieux. Je pensais pouvoir mettre toute cette histoire derrière moi. Malheureusement, j'avais tort. Matt est vite passé de victime à suspect numéro 1. Les policiers m'ont soupçonné d'avoir tout orchestré pour braquer ma propre banque. Je n'en revenais pas. Nous étions innocents. À aucun moment, nous n'avions eu notre mot à dire. Oser accuser mon fils de m'avoir fait subir une chose pareille. Ils m'ont répondu, « Vous ne savez pas de quoi certains peuvent être capables. » Ça m'a mise hors de moi. Je leur ai dit, si mon fils avait fait ce dont vous l'accusez, il y serait parvenu parce qu'il est malin. Il serait déjà sur une plage, loin d'ici. Je suis passé du bonheur d'être sorti de ce cauchemar à l'état de choc. Je n'en revenais pas. La première chose qu'ils m'ont dite, c'est « On sait que c'est vous ». Finalement, après m'avoir soupçonné pendant 9 mois, la police a arrêté les vrais coupables. Après une course-poursuite. Quand ils ont fouillé leur planque, ils ont trouvé des preuves de leur implication. Finalement, ils avaient frappé au hasard. Je ne les connaissais pas, et eux non plus. La première fois que j'ai vu leur visage, c'était aux informations. Jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés, j'avais peur qu'ils reviennent. Il m'a fallu très longtemps pour me sentir de nouveau en sécurité chez moi. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Maintenant, je me méfie des inconnus. Dès qu'un véhicule que je ne reconnais pas s'approche de chez nous, ça m'inquiète. Ça a tout changé. Je n'ai pas décidé de déménager pour autant. Je vis toujours au même endroit. J'ai installé un système d'alarme avec des caméras de vidéosurveillance pour me sentir plus en sécurité. Je ne laisserai pas ces malfaiteurs gâcher le plaisir que j'ai à vivre ici, dans mon village et ma maison. Toute cette histoire maintenant, c'est du passé.